besoin tout simplement de la marocanité d'un territoire. C'est pour ça que je vous ai laissé parler, vous parlez d'or. Qui a été toujours et restera toujours marocain. Vous parlez d'or et avec beaucoup de logique, c'est pour ça que je vous ai laissé passer votre quota de temps. C'est peut-être que vous avez répondu aussi à une question. Du Maroc dans la grande histoire sont là et tout le monde le sait, avec les Espagnols, les Français, les Américains, les Britanniques et tout le monde. Ali Haji, si vous voulez commenter sur ça. J'aimerais bien. J'aimerais passer aussi sur Omar Hilal, donc rapidement, s'il vous plaît. Félicite mon ami Zakaria pour cette belle plaidoirie pour la marocanité du Sahara et pour l'effectivité de cette marocanité. J'ajouterai deux choses. Quand on parle de la coutume internationale, c'est la deuxième chose et elle est équivalente au traité. Il n'y a pas c'est-à-dire l'une qui est supérieure à l'autre. Et il y a aussi le droit public musulman. Quand on parle du droit public musulman, le serment d'allégeance fait partie d'un droit international qui reconnaît, c'est-à-dire que... normatif. Voilà, c'est normatif pour les musulmans. Donc, la coutume internationale ou les traités ne sont qu'une codification qui est arrivée avec le temps des coutumes. Donc, quelque chose qui existe depuis 14 siècles, et puisque vous avez parlé des correspondances, mais c'est pour le pouvoir central. Donc, voilà quelque chose qu'on doit encore appuyer sur cela par rapport au droit international. Et j'ajouterai autre chose. Vous avez parlé de référendum. Nous, on fait un référendum, puisque vous avez parlé des élections. Tous les 5 ans, on a eu la plus grande participation de cette population qui vient du Sahara et qui est marocaine et on trouve même une forme de déterminisme, c'est-à-dire sociologique, électoral de cette population qui vote pour un parti qui est lié à l'indépendance du Maroc, sans le citer. Alors, donc, juste pour montrer que voilà un référendum, une reconnaissance de la marocanité du Sahara par la population du Sahara. Alors, nous allons aller sur donc le représentant permanent Omar Hilal. On va avancer. Mustafa Shimi, mais en guise de compensation, c'est vous qui allez commencer. J'allais vous laisser, c'est ouvert, mais je vous laisse. Alors, Omar Hilal, il a été, à son habitude, au bazooka, au lance-flamme, avec l'Algérien qui était en face en lui disant, bon, bah, vous laissez tomber votre politique, c'est un fiasco, le Maroc, le Sahara est définitivement décolonisé depuis le retour à la mère patrie, un point, c'est tout. En parlant des queues qui se passent en Algérie, en parlant, bon, Omar Hilal, on le voit ici, il a été vraiment, clairement. Alors, il a rappelé les 3 principes immuables de la question du Sahara pour le Maroc, et je vous interpelle là-dessus, si vous voulez bien, Mustafa Shimi. Le Sahara marocain a été de tout temps et restera marocain. L'initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique solution à ce différend dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Et le Maroc, 3e principe, poursuivra avec détermination la stratégie de développement de ses provinces du Sud. C'est clair, et c'est là que ça rappelle le discours royal il y a quelques années aussi, avec les différents éléments, différents paramètres. Ce sont les positions constantes. Oui, sur le référendum, il y a enterrement de cette question du référendum. C'est pas le Maroc qui a décidé de refuser le référendum. Ce sont les Nations Unies qui ont considéré que le référendum n'était pas réaliste ni praticable. Sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Sur la base d'un rapport fait par un ancien émissaire de Nations Unies, Peter Van Walsum, qui a déclaré le référendum n'est pas praticable par un certain nombre de raisons. Pourquoi ? Parce que le blocage venait à propos de l'identification du corps des électeurs, j'y reviens pas. Puisque les camps de Tindouf avaient essayé de nous fourguer des dizaines de milliers d'électeurs prétendument sahraouis, et qu'ils avaient en même temps récusé un certain nombre d'authentiques sahraouis. Résolution du Conseil de sécurité. C'est extrêmement important. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité s'articulent autour d'un certain nombre de principes. Un processus de négociation, l'activation de la formule de table ronde avec les 4 parties, dont l'Algérie évidemment, et la recherche d'un règlement politique négocié. Maintenant, une dernière observation, si vous le permettez. Pourquoi ça traîne ? Ça tient à plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est un dossier, si vous le permettez, non, je voudrais quand même, en quelques minutes, c'est un dossier marginal. C'est un dossier secondaire pour la communauté internationale, et je crois que c'est important de le dire. Deuxième observation, nous allons continuer à consolider nos positions au Conseil de sécurité au profit de la diplomatie marocaine. Alors, Zakaria Abou Dahab, en plus de 3 paramètres, je cite cette magnifique phrase du grand sociologue marocain Mohamed Cherkaoui,
que vous avez cité vous-même ici. Vous étiez là, je me rappelle, vous étiez à ma droite. Et quelle est cette phrase? Alors, cette phrase, c'est que le Maroc sans l'histoire du Maroc sans le Sahara est incompréhensible. Le Sahara sans le Maroc n'est qu'un désert. Oui, absolument. Voilà, ça résume. C'est clair. Et dans son livre, d'ailleurs, Liens sociaux, il a examiné, je ne sais, des milliers de contrats. Il a remarqué qu'en fait, les contrats ne sont pas monogames mais exogames. Et donc, il y a eu toujours des compénétrations. Prenez, par exemple, nom de famille Dlimi, par exemple, l'Arosé. L'Arosiyens Dlim, ce sont des Haramis qui se sont déplacés pour vous dire qu'il y a eu toujours des interactions humaines. Oui, ce sont des arguments sociologiques de plus, finalement. Et retenons aussi ce qu'il avait employé comme terme de ce principe romain de l'Empire quelque part, mais... le régime algérien. Oui. Le régime algérien. Mais c'est M. Charqaoui qui a utilisé également cette expression. Non, parce qu'il y a quand même un décalage chronologique assez important entre 62 et l'Empire romain qui s'est terminé à 400, à peu près 450. Le impérial, exactement, tout à fait. Ali El-Harissi, donc un dernier commentaire sur ces paramètres-là. Est-ce que vous pensez qu'Omar El-Hilal sera écouté, la manière dont il a parlé, la manière claire, explicite dont il a parlé, en rappelant ces différents paramètres et en terminant sur le Sahara est définitivement décolonisé depuis le retour à la mère patrie. Est-ce qu'il sera écouté d'après vous? Oui, moi je pense que Omar El-Hilal est toujours écouté. Et c'est pour cela que chaque fois au niveau... Vous avez bien compris ce que je veux dire. Oui. Entendu, écouté. Écouté dans le sens où toutes les résolutions du Conseil de sécurité vont dans le sens de ce que propose le Maroc. Aujourd'hui, quand M. Hilal le dit encore une fois, parce que si on suit à chaque fois qu'il est en face de l'Algérie, il leur dit la même chose et de plusieurs manières, de la manière du droit international, de la manière du bon voisinage, et puis de la manière la plus directe, l'Algérie s'occupe de quelque chose dont il n'a rien à voir avec le Sahara marocain. Au contraire, il y a autre chose, c'est-à-dire, moi je dis qu'il faut parfois, je vais emprunter la phrase de François Mitterrand, il faut laisser le temps au temps pour qu'on s'occupe d'une autre partie du Sahara marocain. Là, je vais citer Boussalah Ahmou, quand il parlait de Tindouf. Jusqu'en 1951, Tindouf était marocaine et il faisait partie de la wilaya d'Agadir. Oui, je sais. Daladi en 1934 avait pris la décision de faire passer Tindouf dans le bureau algérien. Mais en 50, de feu le roi Mohamed V, il y avait le discours d'Oujda aussi. Il y avait un discours très important. Il y avait les correspondances avec De Gaulle par rapport à ce que faisait la France, c'est-à-dire sur cette région. La France nous a proposé, avec la création de l'OCRS, c'est-à-dire l'organisation pour la gestion des régions du Sahara, une solution pour la reconnaissance des parties. Je ne parle pas du Sahara qui était chez les Espagnols, mais qui était chez les Français et qui est passé à l'Algérie. Donc nous maintenant, on pense à autre chose. Et c'est le temps qui va montrer la véracité des cartes et des frontières. Et il y avait même c'est-à-dire une demande qu'avait fait le Maroc à travers Boustza dans le temps en 1958 au niveau des Nations Unies. J'ai pas le numéro c'est-à-dire de la demande, et qui parlait de ces zones-là du Sahara. Il nous reste 6 minutes, ça fait 2 minutes chacun pour être équitable. Je commence par vous, mais une question s'il vous plaît, la dernière. Alors, l'ordre et le droit internationaux, ce qu'on appelle droit international, ordre international, ce sont l'ordre et le droit post-coloniaux et ceux des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été fait dans les années 40, dans les années 50. Or, est-ce que ça n'est pas en train d'évoluer aujourd'hui à l'aune de ce qui est en train de se passer dans nos provinces sud, 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, je répète, d'investissement en 8 ans, des PIB régionaux et par habitant bien supérieurs à ceux de la moyenne nationale, des projets d'intégration régionale, voire continentale. Est-ce que tout ça ne serait pas en train de changer maintenant, à l'aune de ce qui est en train de se passer dans le monde, Ukraine, Russie, etc. Ce qui est acquis, c'est le développement économique des provinces sahariennes, c'est un modèle. Et tout le monde peut voir sur place ce qu'il en est. C'est extrêmement important. Ce que l'on peut voir aussi, c'est l'implication citoyenne des 600 égalités internationales, parce que ce qui est entrepris au niveau du Conseil de sécurité et des différentes résolutions depuis 2007 jusqu'à la dernière d'octobre dernier, etc., ça consacre la position marocaine sur la base d'un certain nombre de principes qui sont connus, la prééminence d'initiatives marocaines, le format des tables rondes
et un processus de négociation, donc pour une solution acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes du côté de la légalité internationale et au niveau du Conseil de sécurité, c'est reconnu et établi. C'est également vérifié avec la trentaine de consulats généraux. Ce sont 30 pays qui ont décidé d'ouvrir des consulats généraux à Dakhla et l'Aïoun. En revanche, c'est l'Algérie qui est en dehors de la légalité internationale, et c'est tellement vrai qu'elle refuse, après avoir participé à 2 tables rondes, en décembre 2018 et mars 2019, en Suisse, de prendre place dans le cadre de ce format des tables rondes. C'est l'Algérie qui est en dehors de la légalité internationale, et ça doit être dit et répété. Zakaria Abou Dahab, même question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce Conseil de sécurité, avec tout ce qu'on dit depuis un certain temps déjà sur la réforme de l'ONU, la réforme du Conseil de sécurité, les meilleures représentativités, une place pour l'Afrique, etc. Est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde et qui montre bien les limites de cet ordre international hérité de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'aune de ce qui se passe aussi chez nous, dans nos provinces du Sud, les choses ne pourraient pas évoluer, mais selon une autre logique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire résolution, maintien, résolution. Ma lecture des choses est que d'abord le Maroc et l'Algérie, c'est d'ailleurs la démarche royale, doivent ouvrir un débat et un dialogue stratégique entre les deux pour examiner ensemble les meilleures options pour sortir de ce goulot d'étranglement. Au-delà de la politique mondiale, puisque la politique mondiale a ses propres lois, et je pense même que parfois les puissances mondiales, peut-être n'ont pas intérêt à urger l'histoire rapidement, que feu le roi Mohamed V ne voulait pas négocier avec les Français tant que les frères algériens n'étaient pas indépendants, que feu le roi Hassan II, devant l'Assemblée générale, je pense à l'époque il était prince héritier, avait plaidé pour l'indépendance de l'Algérie. Et que donc, Cicéron... de l'ONU. Oui, absolument, à l'Assemblée, à la tribune de l'ONU, à l'Assemblée générale, pupitre, il disait haut et fort, il a soutenu, évidemment, il a même soutenu que la Chine reprenne son siège en 71 pour devenir membre à la place de Taïwan, en tout cas parce que le Maroc soutient l'intégrité territoriale de ce pays. Cicéron disait l'application excessive du droit mène à l'injustice. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit, puis vous avez la lettre. La lettre peut parfois être injuste. Et d'ailleurs, c'est l'équité. Parce que l'équité, c'est quoi? Je laisse de côté l'application d'un droit strict qui était colonial à l'époque. 45 incarné, c'était le droit des vainqueurs, tout simplement. Le droit des nationalités, puis l'autodétermination, ça a l'éradication de la pauvreté, j'en passe, les 17. Gageons que les deux pays, le Maroc, l'Algérie et les autres, puissent contribuer précisément et laisser de côté ces chamailleries qui sont tout à fait surannée, obsolète et anachronique. Je souris. Problème résolu. Je souris quand vous parlez, Zakaria Abou Dahab. Vous supposez que l'Algérie va s'installer dans un schéma de responsabilité et de dialogue. On peut supposer. Alors, dernier mot pour vous, Ali Harichi. Il nous reste un peu moins que 2 minutes. Pour le Maroc, le problème, il est résolu. Le Sahara est dans son Maroc. Le Maroc est dans son Sahara. Aujourd'hui, il faut que le Maroc passe à autre chose. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Afrique. Nous sommes en train de faire nous sommes dans l'Afrique. Nous sommes en train de faire le transat, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec les Amériques ou que ce soit avec l'Asie. À la différence, nous ne cherchons pas des problèmes chez les voisins. Nous cherchons à régler nos problèmes internes. Malheureusement, un problème hérité de la guerre froide, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais ce problème-là, il est déjà plié et le Sahara restera marocain ad vitam aeternam. De toutes les manières, on pourra toujours supposer que les Algériens vont entrer dans le jeu du droit international. Pour autant de la veille, de la vigilance et de la mobilisation. Et de la préparation. Eh ben, on arrête sur ça. Merci à vous, Mustafa Saïmi. Merci à vous, Zakaria Abou Dahab. Merci à vous, Ali Harichi. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.